C'est la dernière ligne droite avant les examens de fin d'année et le stress monte un peu, non? C'est tout à fait normal. Le programme d'études du milieu est vaste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pas de panique. Ce décryptage est pensé comme un cours intensif et ultra structuré. Le but, condenser un maximum d'informations en un minimum de temps pour simplifier au maximum la révision. On va aller droit au but, isoler les concepts qui rapportent des points et se construire une base de connaissances vraiment solide. Au menu d'aujourd'hui, 4 étapes clés. On commence par l'évolution des villes, on passe ensuite aux milieux urbains et ruraux, on enchaîne avec les fonctions des bâtiments et on termine par un peu d'économie avec les biens et services. C'est parti. Première étape, l'évolution des villes. Alors, pour bien comprendre l'organisation de nos villes actuelles, il faut faire un petit saut dans le temps. L'idée, c'est d'ancrer 3 grandes époques historiques qui ont complètement façonné l'urbanisme. D'abord, le XIe siècle, avec le Moyen-Âge, ensuite on passe au XVIe siècle, en plein cœur des temps modernes, et le point de bascule total, le XIXe siècle profondément marqué par la révolution industrielle. Si on prend l'exemple d'un plan médiéval classique, le cœur historique de la ville saute immédiatement aux yeux. Il est toujours fermement encerclé par des murs de protection. Et juste à côté, le cours d'eau n'était absolument pas là pour faire joli. À l'époque, c'était une véritable autoroute vitale pour le transport des marchandises, un système de drainage rudimentaire et bien sûr une ligne de défense naturelle redoutable. Maintenant, quels sont les mots magiques qui font mouche sur une copie quand on parle du Moyen-Âge? Il y a d'abord les fameuses ruelles étroites et en pente. Ensuite, un terme technique absolument indispensable, l'encorbellement. C'est cette technique incroyable où les étages des maisons en bois et en pierre s'avancent au-dessus de la rue pour gagner de la place, ce qui bloque totalement la lumière du soleil. Et le résultat, un environnement très sombre et surtout insalubre, avec les déchets jetés directement au milieu de la chaussée. Et c'est là qu'on observe un contraste monumental avec le XIXe siècle. Fini les ruelles sombres et les maladies à répétition. On passe enfin à des espaces larges et aérés. Sous l'impulsion de personnalités comme le baron Haussmann à Paris, on perce de larges boulevards très lumineux qui, petite anecdote, servaient aussi à empêcher la construction de barricades lors des révoltes populaires. Mais la vraie révolution, c'est l'hygiène, avec la création d'égouts souterrains pour évacuer les déchets. C'est concrètement la naissance de la ville moderne. Et pour décrocher la note maximale sur ces aménagements du XIXe siècle, la recette est simple. Il suffit de citer explicitement la création des égouts souterrains, l'élargissement des rues et la nouvelle circulation de l'air et de la lumière. C'est littéralement la combinaison gagnante attendue dans les grilles de correction. Si on avance jusqu'à la période post-1950, la structure de la ville se simplifie autour de 3 zones bien distinctes. Le centre historique, tout au milieu, qui est le vestige du passé. Il est entouré par le centre-ville moderne et ses commerces. Et enfin, la banlieue plus résidentielle qui s'étend tout autour en périphérie, un schéma hyper classique à garder en tête. On passe au deuxième module, les milieux urbains et ruraux. On laisse un instant l'histoire de côté pour se pencher sur la géographie humaine, avec un concept incontournable, la rurbanisation. C'est un mot valise très malin qui mélange rural et urbain. En fait, ça désigne cette tendance actuelle où les gens quittent la densité de la ville pour s'installer à la campagne en quête de grands espaces. Mais attention à la nuance, ils continuent de travailler en ville en faisant les trajets et ils gardent un mode de vie complètement urbain. Côté campagne, l'évolution des bâtiments suit une chronologie qu'il faut absolument maîtriser. C'est un grand classique des questions de type association. Les maisons dites traditionnelles, c'est tout ce qui date d'avant 1850. Entre 1850 et 1950, avec l'arrivée de la brique et de la production de masse, on parle logiquement de bâtis industriels. Et tout ce qui pousse après 1950, comme les villas modernes dans les lotissements, tombe systématiquement dans la catégorie post-industrielle. Troisième étape, très concrète, les fonctions des bâtiments. Dans nos espaces urbains ou ruraux, chaque bâtiment a un rôle géographique précis, ce qu'on appelle sa fonction. Une maison ou un appartement, c'est évidemment la fonction résidentielle. Une école ou un hôpital, on parle de fonction sociale ou de service. Un commissariat, c'est la fonction administrative. Et tout ce qui concerne la vente, comme les boutiques ou les marchés, relève de la fonction commerciale. C'est une grille de lecture toute simple, mais super efficace. Sur le terrain, la différence est très visuelle. Une place du marché, par exemple, grouillante de terrasses et d'étals, c'est l'incarnation même de la fonction commerciale. Juste à côté, un hôtel de police avec son architecture formelle et ses drapeaux représente sans aucune ambiguïté l'autorité et la gestion publique, donc la fonction administrative. Dernier sprint, module 4, les bases de l'économie avec les biens et services. Alors, face à une grande liste d'éléments le jour de l'épreuve, comment faire la distinction sans jamais se tromper entre un bien et un service? Et surtout, comment déterminer si la chose en question est marchande ou non marchande? C'est vraiment la question qui vaut de l'or.
La méthode infaillible, c'est cette petite matrice très astucieuse. D'abord, on se pose la question de la nature. Un bien, c'est matériel, c'est un objet physique qu'on peut toucher, comme un pull ou un téléphone portable. Un service, c'est immatériel, c'est une action, comme un voyage en avion. Ensuite, on regarde le côté financier. Si le but est de faire du profit et qu'on l'achète dans un magasin, c'est marchand, mais si c'est gratuit, comme les framboises de son propre jardin, ou si c'est subventionné par l'État, comme des séances de kiné remboursées, alors c'est non marchand. L'astuce ultime, c'est vraiment de se poser cette double question à chaque fois. Est-ce un objet ou une action? Et puis, est-ce fait pour faire du profit ou non? En appliquant cette règle à la lettre, on obtient un tableau parfaitement rempli, un sans faute absolue. Ça marche à tous les coups et ça mérite bien le petit oiseau dessiné par le correcteur pour fêter la note parfaite. L'évolution des villes, la dynamique entre l'urbain et le rural, les fonctions des bâtiments et cette fameuse matrice économique, toutes les pièces du puzzle sont en place. Ce condensé d'informations, c'est vraiment la clé pour aborder l'épreuve sereinement et décrocher une excellente note. Mais une fois cet examen brillamment validé, une petite réflexion s'impose. Avec l'accélération des changements climatiques et nos nouveaux modes de vie, à quoi ressemblera le chapitre sur l'évolution de nos villes dans un manuel scolaire de l'année 2050?